Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un document qui, au premier abord, a l'air un peu aride. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, c'est ça. On parle d'un simple communiqué de presse financier, le truc très institutionnel. Souvent plein de jargon, très froid. Exactement. Mais en fait, la réalité, c'est que ce type de publication, ça nous en dit souvent bien plus long sur l'état réel de notre industrie que n'importe quel grand discours politique. C'est le terrain, les vrais chiffres. C'est ça. Alors, notre source du jour, elle est datée du 28 janvier 2026. Et elle émane d'une boîte qui s'appelle Odyssée Technologies. Une très belle entreprise française d'ailleurs. Oui, spécialisée dans la mécanique de précision. Alors, pour planter un peu le décor pour notre audience, on parle d'une structure de 175 salariés. Répartis sur 3 usines en France, c'est important de le préciser. 3 usines, oui. Et ils se définissent joliment, j'aime beaucoup l'expression, comme l'orfèvre de la mécanique pour les industries de pointe. C'est très imagé, mais c'est exactement ça. Du coup, l'objectif de notre analyse aujourd'hui, la mission qu'on s'est fixée, c'est de lire entre les lignes de ce bilan comptable. Pour voir ce qui se cache derrière les chiffres. Exactement. Comprendre comment on fabrique aujourd'hui ces pièces invisibles mais qui sont absolument vitales pour des avions ou des équipements spatiaux, Tout en naviguant à travers des défis hyper pragmatiques. comme le recrutement ou les investissements colossaux. Mais avant de parler de métal et de machines, j'aimerais qu'on s'arrête sur un truc. Dès les premières lignes du document, il y a un véritable écosystème financier qui saute aux yeux. Oui, et c'est une excellente porte d'entrée pour comprendre cette entreprise. Ce communiqué nous donne des indices vraiment cruciaux sur sa maturité. Parce qu'on y lit des choses comme cotation sur Euronext Growth, avec un mnémonique ALOD. On mentionne aussi l'éligibilité au FSPI, au PEA-PME. Il cite des partenaires, Cap Value, Swiss Life, banque privée. Enfin bref, pour quelqu'un qui n'est pas né dans la finance tous les jours, c'est un peu une soupe à l'alphabet, quoi. C'est vrai, ça peut paraître complètement abstrait, mais c'est en réalité très révélateur du profil de la société. Bah justement, traduisons un peu ça. Parce qu'en général, on imagine la bourse comme un terrain de jeu réservé aux gigantesques multinationales. Qu'est-ce qu'une PME de 175 personnes vient faire avec des codes boursiers et des banques privées trad? C'est la question centrale. Déjà, Euronext Growth, c'est pas le CAC 40. C'est un marché boursier qui a été spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises. D'accord. Ça leur permet de lever des fonds publics pour financer leur croissance, mais sans avoir à subir la lourdeur administrative écrasante qu'on exige des géants mondiaux. C'est un peu la bourse taille PME, quoi. Exactement. Et quand le document précise que leurs actions sont éligibles au PEA-PME ou aux FCPI, en termes simples, ça veut dire que l'État a mis en place des avantages fiscaux. Pour inciter les gens à investir chez eux. Voilà, pour encourager les investisseurs français à mettre leur argent dans ce type d'entreprise locale, industrielle, plutôt que dans des grands groupes étrangers. Et le rôle de Swiss Life là-dedans? Ils agissent comme listing sponsor. C'est en quelque sorte leur chaperon financier sur le marché. C'est la garantie que cette PME respecte les règles de transparence. Donc ça pose tout de suite le cadre. Totalement. Avant même de lire le premier chiffre de vente, ce jargon il nous dit qu'on n'a pas affaire à un petit atelier artisanal isolé au fond d'une vallée. C'est une entreprise très structurée. Extrêmement structurée. Une PME qui a carrément branché sa tuyauterie sur les circuits de financement institutionnel. Et ça, c'est le signe d'une entreprise prête pour une croissance stratégique. Bon, décortiquons un peu tout ça et surtout les chiffres de cette fameuse année 2025. Allons-y. Parce qu'il y a un élément qui m'a fait tiquer, une sorte de paradoxe en fait. Le communiqué annonce un chiffre d'affaires de 20,8 millions d'euros pour 2025. Oui, Sauf que l'année précédente, en 2024, ils étaient à 20,9 millions. c'est juste. Donc mathématiquement parlant, c'est une baisse. Une très légère baisse. De 0,6%, oui. Mais dans presque n'importe quel autre contexte, une baisse, on voit ça comme un drapeau rouge, un signal d'alarme. Comment on interprète ça ici? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément de ne pas s'arrêter à la soustraction bête et méchante. Il faut remettre cette infime variation dans la temporalité industrielle. C'est-à-dire? Le document prend bien soin de rappeler le contexte. L'année 2024 avait connu une hausse spectaculaire de l'activité. De plus de 11%, c'est ça? Plus de 11%, oui. Pour une entreprise industrielle de cette taille, c'est colossal. Donc 2025 n'est absolument pas une année de stagnation ou de déclin. C'est le maintien d'un niveau d'activité historiquement haut. D'accord, je vois. C'est comme un coureur de fond qui vient de faire un sprint et qui a besoin de reprendre un peu son souffle, sans pour autant s'arrêter de courir. C'est une très bonne analogie. Dans l'industrie lourde et la mécanique de précision, on ne peut pas enchaîner les croissances à 2 chiffres indéfiniment. Sinon, les machines cassent.
Les machines, les équipes, la chaîne d'approvisionnement, tout a une limite physique. Maintenir 20,8 millions d'euros après une année record, c'est ce qu'on appelle une vraie phase de consolidation. Et cette consolidation, elle ne se fait pas de manière uniforme. Quand on regarde les détails par secteur, c'est carrément les montagnes russes. Oui, il y a des dynamiques très contrastées. Du côté des succès, on a l'aéronautique qui tourne à plein régime. Il parle de commandes pour des composants de systèmes hydrauliques, des pièces de moteur, Des éléments ultra critiques. et même de l'usinage de pièces prototypes pour des nouveaux avions. Donc ils sont vraiment impliqués dès la conception. Ce qui montre la grande confiance des donneurs d'ordre. Et puis, il y a aussi l'industrie pharmaceutique qui a rebondi nettement en 2025. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Mais le rapport pointe aussi des freins très spécifiques. Oui, et là on tombe sur un chiffre qui fait un peu mal, une perte de plus de 0,5 million d'euros de chiffre d'affaires, bam, justifiée par la baisse de la demande américaine pour des pièces de rechange d'un avion de transport militaire. Un demi-million? Sur un chiffre d'affaires de 20 millions, c'est un impact très fort. C'est fou de se dire qu'une décision prise au Pentagone se ressent direct dans le bilan d'une usine de 175 personnes en France. Si l'on relie cela au contexte global, c'est la réalité brutale de l'industrie de la défense. Les cycles de décision, les budgets étatiques, tout ça crée des effets de bord énormes. Et c'est pas le seul frein. Il parle aussi d'un ralentissement dans les matériels terrestres de défense. Exactement. Et là encore, il faut comprendre le pourquoi du comment. Les cycles de fabrication et de décision pour des blindés ou des systèmes terrestres sont extrêmement longs. Donc c'est pas que les clients s'en vont. Non, la demande à long terme n'est pas annulée. Les donneurs d'ordre prennent juste plus de temps pour valider et lancer les fabrications. Ça crée des décalages temporels dans les revenus d'Odyssey Technologies, mais pas une perte de marché. Il faut avoir les reins solides pour encaisser ces décalages de trésorerie. C'est pour ça que la consolidation de 2025 dont on parlait tout à l'heure est si importante. Et puis, au-delà des commandes qui fluctuent, il y a un problème beaucoup plus terre-à-terre qui est mentionné. Le problème humain. Exactement. Le rapport indique clairement que la croissance a été freinée par des difficultés à recruter du personnel qualifié pour les ateliers. C'est le grand paradoxe actuel. On fait des pièces pour l'espace, mais on ne trouve personne pour faire tourner les machines. Cela soulève une question importante sur la dépendance de nos industries de pointe envers des compétences manuelles ultra spécifiques. Des compétences qui se font de plus en plus rares. Tragiquement rares sur le marché du travail, oui. On a des entreprises du spatial ou de la défense qui ont des commandes, qui ont la technologie, mais qui butent sur le manque de tourneurs ou de fraiseurs qualifiés. Alors, comment ils ont réagi chez Odyssey? Ils n'ont pas juste baissé les bras, j'imagine. Non, la solution qu'ils apportent est massive. Le document explique qu'ils ont renforcé de manière très agressive leur programme de formation interne. Dans leurs 3 usines. Voilà, ils prennent le problème à la racine et décident de former eux-mêmes leurs futurs talents. C'est un sacré pari parce que la formation, ça prend du temps, ça mobilise les anciens, ça coûte cher. Ça pèse sur la rentabilité à court terme, c'est certain, mais à long terme, c'est la seule stratégie viable pour sécuriser leur outil de production. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que tous ces efforts, cette consolidation, cette formation interne, c'est pas juste pour survivre, c'est pour préparer ce qui s'annonce comme une hyper-croissance en 2026. Les chiffres prévisionnels sont assez vertigineux pour une structure de cette taille. Le communiqué lâche un chiffre clé, une hausse de 16% des prises de commandes en 2025. 16%. Ce qui leur donne une visibilité exceptionnelle sur l'avenir. Au point qu'ils visent une augmentation de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 10% pour l'année 2026. C'est une marche énorme à franchir. Et ces nouvelles commandes viennent d'acteurs de premier plan. Ça a d'ailleurs déjà commencé à payer, avec 0,2 millions d'euros générés dès la fin 2025. Mais comment ils vont absorber 10% de croissance avec les problèmes de recrutement qu'on vient de voir ? Par des investissements matériels colossaux. Ils ne peuvent pas se contenter d'ajouter des bras, il faut démultiplier la productivité. Et concrètement, ça te donne quoi sur le terrain ? Le document détaille plusieurs actions très claires. La première, c'est l'arrivée d'un centre d'usinage 5 axes de haute précision à l'usine de Tarbes, mis en service fin 2025. Alors, pour notre audience, un usinage 5 axes, on est d'accord que c'est une machine capable de sculpter une pièce métallique dans pratiquement tous les sens, sans qu'on ait besoin de la repositionner manuellement. Exactement. La tête d'usinage et la table bougent simultanément sur 5 axes différents. Ça permet d'usiner des géométries d'une complexité inouïe. C'est idéal pour l'aéronautique du coup. C'est même indispensable. Et surtout, ça réduit drastiquement les temps de cycle et les marges d'erreur.
Mais c'est pas leur seul investissement. Ils attendent d'autres machines de... Oui, le rapport mentionne l'attente de nouveaux équipements pour début 2026, spécifiquement pour absorber les cadences de production des moteurs d'avion. Ils y vont vraiment à fond. Et ça va jusqu'au mur de l'entreprise. Ils étudient actuellement une extension de leur site situé dans le Doubs, avec un projet prévu pour fin 2026. Ah oui, donc là on ne parle plus seulement de moderniser, on parle carrément de pousser les murs. C'est une transformation en profondeur de leur capacité industrielle. Il y a un autre point de cette transformation qui m'a surpris dans le rapport. C'est l'intégration très poussée de la RSE, leur responsabilité sociétale des entreprises. Ce n'est plus du tout un sujet annexe aujourd'hui. C'est ça. On apprend qu'ils ont lancé un bilan carbone avec l'aide des experts du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, et qu'ils préparent la certification EcoVadis. Oui, On pourrait se dire, bon, une PME qui fait des pièces d'avion, le bilan carbone, c'est peut-être juste pour faire joli sur la plaquette commerciale. on aurait pu penser ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable nécessité stratégique. Pourquoi à ce point-là? Parce que les grands donneurs d'ordre, comme les géants de l'aéronautique, ont des obligations environnementales massives. Et pour baisser leur propre bilan carbone, ils doivent s'attaquer au fameux Scope 3. Les émissions de leurs sous-traitants. Tout à fait. Si une PME comme Odyssée veut remporter les appels d'offres de demain, elle doit prouver qu'elle est capable de verdir sa production. La certification EcoVadis, c'est devenu un passeport indispensable pour travailler avec les grands groupes. Donc l'entreprise ne fait pas que grandir, elle s'adapte aux nouvelles règles du jeu mondial. C'est un changement de paradigme complet. Ça explique sans doute le ton de la direction. Christian Marie, le PDG d'Odyssée Technologies, conclut le communiqué en affichant une grande confiance pour l'année 2026. Une confiance qui repose sur des éléments très concrets. Il cite l'élargissement de leur portefeuille client et ces fameux investissements structurants dont on a parlé. Le terme structurant est parfaitement choisi. Ils ont bâti les fondations pour la prochaine décennie. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Eh bien, ça nous donne une leçon d'économie réelle. C'est exactement ça. Ce document, qui n'avait l'air que d'une suite de chiffres au départ, c'est en fait le miroir parfait des grands enjeux d'aujourd'hui. La réindustrialisation, les chaînes d'approvisionnement. Oui, la réindustrialisation, ça passe par des boîtes de 175 personnes qui se battent pour former des jeunes, qui investissent massivement dans des machines de pointe et qui jonglent avec les exigences écologiques et les budgets de la défense mondiale. C'est la vitalité de nos secteurs stratégiques qui s'illustre ici. Exactement. C'est là que se joue notre souveraineté. 5X, de plus en plus autonome, de plus en plus complexe. Le métier d'ouvrier est en train de muter radicalement. On s'éloigne de l'image de l'atelier traditionnel. Complètement. On peut se demander si le technicien d'atelier de demain ne sera pas en réalité un programmeur de très haut niveau. Un pilote de système informatique industriel. Oui, ce qui redéfinit totalement ce que signifie le travail manuel et ouvrier dans l'industrie moderne. L'orfèvre de la mécanique devient un ingénieur du code numérique. C'est une réflexion fascinante, et c'est là-dessus qu'on va laisser les personnes qui nous écoutent méditer aujourd'hui. L'industrie de demain est déjà en train de s'écrire ligne de code par ligne de code, dans ces PME. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. On espère que ça a donné à notre audience des clés de lecture différentes pour la prochaine fois que le mot industrie fera la une de l'actualité. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources.